Écoutez, voilà, merci de nous avoir rejoints nombreux ce matin. Donc, voilà, en 2 mots, je vais avoir le plaisir d'animer cette table ronde ce matin. Moi, je suis Gilles Daguillet, je suis leader de l'offre Jalio chez ICI. ICI, hein, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est un cabinet d'expertise numérique qui a été créé en 93, donc ça commence à faire quelques années déjà. On compte 7 agences en France, un petit peu moins entre 450 et 500 selon le dernier décompte talents dans nos équipes. Notre vocation, c'est de concevoir et développer des services numériques de bout en bout. Et dans cette offre-là, on a une entité qui est dédiée à l'intégration de la solution J-Platform, voilà, que j'ai le plaisir donc de piloter. Pourquoi est-ce qu'on se parle ce matin? C'est parce que dans le cadre de cette activité, depuis quelques années, on a fait un petit focus, un petit point d'attention. C'est, on va dire, l'histoire qui a évolué comme ça, autour des sujets du KM, dans le cadre de l'intégration de la solution J-Platform. Voilà, donc je vais introduire très rapidement la prise de parole de ce matin, ce tour de table, donc qui va s'articuler autour de la gestion de la connaissance, qui peut être, on le verra, qui peut être ou pas, c'est ce dont on va discuter ce matin, bousculé par l'arrivée, ou si ce n'est l'arrivée, en tout cas l'instauration très très forte de l'IA. Il y a un chiffre qui pique, comme le disait Jean-Philippe quand on s'en est parlé récemment, un petit chiffre qui pique, c'est qu'il y aurait plus de 80% de la connaissance donc non structurée en entreprise qui serait non exploitée. Donc ça fait vraiment une source un gisement très très fort à valoriser. Donc c'est de ça dont on va parler ce matin, comment structurer, valoriser, pérenniser cette source importante de valeur dans l'entreprise. Et pour cela, on va s'appuyer sur 2-3 experts, parce qu'il semble qu'on ait un petit souci technique avec un des participants qu'on attendait ce matin. En tout cas, 2 ou 3 experts que je vais laisser se présenter, à qui je passe la parole tout de suite. Bonjour. Ah, il est là, magique. Ouais, j'ai pas trouvé. Donc, qui commence de ces 3 experts? Tiens, les derniers arrivés, premier à prendre la parole. Louis-Pierre, si tu veux bien commencer pour te présenter. Ah d'accord, pardon, excusez-moi, parce que je pensais que c'était à 30, mais je ne pensais pas que c'était déjà maintenant. Très bien, alors, donc Louis-Pierre Guillaume, je suis fondateur et directeur de la société Amalté, société de conseil en knowledge management. Société fondée il y a 6 ans. Avant, j'étais directeur de knowledge management chez Schneider Electric pendant 9 ans. J'ai monté pas mal de choses, programmes de communauté, Wikipédia d'entreprise. Et je donne aussi des formations, des cours à Dauphine, à CNAM INTD pour certificat KM, à l'EBD pour la GED et à Kedge aussi pour les communautés. Très bien, donc on va dire que tu es l'expert reconnu sur ce sujet de KM. Et de ton côté, Jean-Philippe? Alors Jean-Philippe, bonjour à toutes et tous. Ravi d'être avec vous ce matin. Donc, au sein du groupe ICI, moi j'ai en charge les activités autour des offres, du marketing et de la communication. Donc voilà, ce sera l'occasion de vous partager un certain nombre de convictions sur cette thématique. Et petit clin d'œil, alors je suis d'autant plus heureux d'être parmi vous ce matin que j'ai démarré ma vie professionnelle en cofondant une start-up dans le domaine du knowledge management. Donc voilà, c'est un retour aux sources avec un immense plaisir. Donc là, on est sur des sachants, on va dire, plutôt métiers, plutôt fonctionnels, très expérimentés, comme vous le comprenez. Puis on a aussi avec nous ce matin, pour avoir un petit volet technique, parce qu'on est quand même dans derrière, on a des outils, et puis derrière tout ça, on est quand même dans l'environnement J-Platform pour ce matin. Donc Jean-Michel, en quelques mots. Oui, bonjour. Donc Jean-Michel, moi je suis à vente chez Jalius. Donc en tant qu'avant-vente, je connais l'outil, comme le disait Gilda, je connais l'outil J-Platform, bien sûr. Et puis en tant qu'avant-vente aussi, je rencontre des cas d'usage, les prospects, des utilisations qu'on fait de l'outil J-Platform. Et dedans, avec Gilda notamment, on a travaillé sur des sujets de KM, donc adapter, utiliser J-Platform dans le cadre d'une KM. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Très bien, merci. Voilà, on va se lancer dans le vif du sujet. Peut-être qu'une des premières choses à définir, c'est chose, je me souviens de petits souvenirs de dissertation il y a très longtemps à l'école, c'est on commence par définir les termes du sujet. Donc, qu'est-ce que c'est que le KM, la gestion de la connaissance?
Est-ce que aussi c'est un sujet qui concerne un certain type d'organisation ou est-ce que c'est ouvert à tous? Ton point de vue là-dessus, Louis-Pierre? Un système de gestion des connaissances, c'est un système qui obéit à un cycle qui permet de transformer des connaissances tacites, qui sont propriété des personnes dans leur tête, à des connaissances explicites, qui sont propriété de l'organisation, et puis réciproquement, bien sûr. Et c'est un système qui permet de créer un processus qui est classiquement, je cartographie des connaissances, je les partage ensuite au sein de communautés, de réseaux, d'équipes, je les explicite sous diverses formes, des documents écrits, des vidéos, des logiciels, des codes. Je les capitalise ensuite sous forme structurée dans des bases de connaissances comme Jalios par exemple, et j'applique des métadonnées par exemple pour pouvoir facilement les retrouver. Et puis je les diffuse, alors soit via un portail évidemment, encore une fois, Jalios aussi a le rôle du portail, et il y a des moteurs de recherche qui permettent de pouvoir accéder dessus, et pourquoi pas de l'IA générative aussi pour pouvoir faire de la RAG, donc avoir des réponses à des questions et pas des listes de pages ou de documents. Une fois que c'est diffusé, c'est transmis. Cette connaissance est transmise, réutilisée par qui? Par des formateurs, par des mentors. Et donc, ça permet après de nourrir des personnes qui vont apprendre de ça et qui après pourront ensuite repartager plus tard quand ils auront effectivement intégré ce savoir tacite de manière explicite, de l'intégrer tacitement dans leur tête et de retravailler avec. C'est ça vraiment le système de management des connaissances. Bien sûr, il y a in fine un intérêt business, c'est qu'on ne fait pas ça pour rigoler, c'est qu'on a besoin de rendre soit l'organisation plus efficace, donc c'est une notion effectivement de excellence opérationnelle à atteindre, gagner vite, aller vite et gagner du temps. Le deuxième objectif, c'est développer des compétences collectives, que les compétences de chacun soient évidemment mieux développées grâce au contenu, et puis in fine pérenniser l'organisation, parce que si on garde une mémoire du passé, eh bien on peut plus innover pour le futur, et si on garde des contenus longtemps dans des boîtes où on doit gérer le temps long, genre le nucléaire, l'armement ou l'aviation, avoir accès à des connaissances passées, c'est fondamental pour avoir des systèmes qui tournent dans le temps. Il faut que tu arrêtes la projection là, tu étais sur le truc là ou pas? Pardon? La projection de quoi? Ouais, je crois qu'il y a un petit souci technique. On entend le son du back-office. Le son, très bien. Bon, on va vous laisser régler ça. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter autour de la valeur en fait qu'on a à attendre de la gestion des connaissances? Alors, je pense que Louis-Pierre a vraiment bien dépeint le sujet. Moi, je m'essaierai peut-être sur entre guillemets, volontairement, un petit pas de côté, volontairement un petit peu provoque, sur cette partie de knowledge management. Parce que pour le coup, pour l'avoir aussi vécu à la fois dans des vies professionnelles, logicielles, et puis en tant que manager, moi je dirais que c'est aussi l'art, et j'aime bien ce mot, l'art, parce qu'on sait tous que c'est pas simple, le knowledge management, pour transformer les contenus, alors quels qu'ils soient, tacite, explicite, implicite. On pourra peut-être y revenir, et Louis-Pierre, je pense que tu pourras aussi rentrer dans ce niveau de détail, mais des contenus éparpillés en capital collectif. C'est vraiment cette expression que j'aime beaucoup, c'est finalement être capable de pouvoir comme ça faire la synthèse, être capable de collecter, d'animer tous ces contenus éparpillés. Alors évidemment, dans tous les systèmes d'information, voire même souvent dans la tête des gens, et on y reviendra aussi, je pense. Et tout ça dans un objectif, parce qu'encore une fois, le KM, c'est passionnant, mais on n'en fait pas que pour se faire plaisir. Je pense qu'il y a un enjeu aussi de performance et d'efficience de l'organisation. C'est-à-dire que tout ça, in fine, qui plus est dans des contextes économiques un petit peu rock'n'roll, comme on connaît aujourd'hui, ça vise vraiment à renforcer, développer, améliorer la performance de l'organisation. Et pour ça, en fait, on s'appuie évidemment sur des éléments de contexte, des éléments d'usage, des éléments de donner du sens, et avant tout sur les individus. Et voilà, il y a une expression que j'aime beaucoup, que m'avait dit un client il y a quelques années, que je trouvais extrêmement révélatrice de ce qu'est le knowledge management. Le KM, c'est rendre compatibles des égoïsmes divergents. En fait, chacun a un intérêt particulier dans le capter de la connaissance et la partager. Et en fait, on ne réussit, en vrai, quand on est, entre guillemets, pas sur du PowerPoint, mais dans les organisations, à faire fonctionner tout cela que quand on est capable de trouver ce dénominateur commun entre toutes les équipes, de manière à les amener à partager, à échanger, à capitaliser et faire en sorte qu'on soit dans une dynamique pérenne autour de l'échange des savoirs.
Merci pour tout ce partage. Donc du coup, voilà, l'importance maintenant du KM, elle est posée. Bon, j'imagine qu'aucun d'entre vous n'en doutait, mais enfin, ça se confirme. On va dire que dans l'idéal, bien voilà, vous avez le support de la hiérarchie ou de tout ce qui est sponsor pour s'engager dans un mouvement. Donc, est-ce que dans le pratique, qu'est-ce que tu constates, toi, Louis-Pierre, comment est-ce que ça se met en œuvre? Quels sont les écueils un peu à éviter? Quelle est l'organisation que ça peut impulser? Enfin, ton retour d'expérience sur le sujet. Bon alors, souvent il y a deux approches. Une approche top-down et l'approche bottom-up. Alors l'approche top-down, ça marche bien quand le top management est convaincu qu'il faut y aller, parce qu'il y a une crise. Alors typiquement, je citerai 2 exemples. Vous avez la NASA, Challenger qui explose et donc c'est grosse panique, ça explose parce qu'on avait mal, partagé les savoirs entre les différents sites de la NASA. On nomme un responsable, le CKO, Chief Knowledge Officer, N-1 du grand boss et là, on déroule un truc pour que la NASA soit alignée. Donc ça, c'est le cas, je dirais, top-down ou alors c'est Framatome. Hiver nucléaire, pendant 20 ans, on ne recrute pas. Le nucléaire redémarre, zoups, il y a des trous dans la raquette, il manque du monde. Les gens partent à la retraite, au secours. Et donc, Framatome dépense 5 millions par an pendant 10 ans pour mettre au carré son programme KM. Ça, c'est le cas idéal. Puis après, il y a le bottom-up, c'est en fin de compte, il y a plein d'initiatives locales, départementales ou d'autres, donc qui font des espèces de petits nénuphars dans la main. Et au fur et à mesure, ces nénuphars grossissent et recouvrent tout. Donc là, ça part par en bas, par plein d'initiatives de gens qui disent bah, tiens, on va régler le problème des communautés, on va attaquer le problème de la marge dans les projets, on va attaquer le problème de la base de connaissances pour pouvoir servir les clients. Au fur et à mesure, tout ça ensemble a besoin d'être coordonné. Et c'est là que vient la notion de pilotage et la notion de sponsorship. Parce que si on commence à faire ça plus gros, il faut avoir un sponsor. Sponsor au niveau du COMEX, c'est clair. Comme c'est transversal, quelqu'un qui soit sponsor et qui se dise j'ai envie, donc j'y crois. Parce qu'en fait, le KM, c'est aussi un acte de foi. Il n'y a pas de ROI direct. Donc il faut y croire. Dire voilà, ça marche ailleurs, ça marchera chez nous, donc j'y crois. Et j'y croirai assez longtemps, donc un sponsor dans la durée, pour pouvoir dire oui, j'y crois. Et puis, une équipe centrale, toute petite, 2-3 personnes, ça suffit largement pour piloter toutes ces différentes initiatives, pour être sûr qu'elles vont avancer, évidemment, avec l'aide de correspondants KM dans les différents business et fonctions qui vont, elles, au niveau local, mettre ça en œuvre, mais on pilote au niveau central. Donc, ce pilotage du sponsor, pilotage central léger et correspondant partout, c'est la bonne recette pour qu'en fait, on puisse avoir un système KM qui fonctionne au niveau de l'entreprise. Est-ce que de ton côté, dans tes expériences passées, que tu as évoquées tout à l'heure, Jean-Philippe, est-ce que tu as des compléments à apporter sur cette partie organisationnelle? En tout cas, ce qui est fondamental, mais tu l'as bien expliqué, Louis-Pierre, c'est la logique de gouvernance et de sponsorship. Voilà, sans conviction et leadership managérial et top managérial, c'est vrai que c'est souvent compliqué. Enfin, dit autrement, de manière un peu plus brutale, l'incantation, ça ne suffit pas. Dire qu'il faut partager, c'est bien, ok, mais voilà, s'il n'y a pas d'appui et d'accompagnement top managérial, c'est beaucoup plus compliqué à s'inscrire dans la durée. Écoute, C'est ça, c'est ce que je dis ma phrase, sans sponsor, c'est mort. Voilà. Donc une belle rime sur laquelle il n'est pas de facile de rebondir, mais je vais m'y tenter quand même. Donc voilà, on a de la matière, on est convaincu, on a l'appui, on a toute une organisation qui se met en route, et puis derrière, on peut un peu se dire comment est-ce qu'en 2025, on s'appuie sur des outils. Alors, je ne vais pas paraphraser une de nos référentes, nous, KM, qu'on a dans notre giron, et qui est utilisatrice de la technologie J-Platform, et elle me disait, voilà, on n'a pas attendu tout ce qui est numérique pour faire du KM. On faisait du KM finalement dès les premières utilisations de fiches Bristol sur lesquelles on notait des choses pour pouvoir ne pas les oublier et les partager et les enrichir. Donc voilà, on a commencé à faire du KM même à l'heure de la cellulose, mais voilà, la technologie, elle bouge, et elle a accompagné, ou plutôt ces deux mondes, le monde du KM et puis le monde de numérique, ont évolué en parallèle, et chacun se servant des bénéfices de l'autre. Donc là, on va donner la parole à notre ami Jean-Michel, qui a été assez peu disert pour le moment, pour qu'il nous dise un petit peu comment est-ce qu'il voit dans les technologies aujourd'hui, dans le monde des plateformes collaboratives, l'entrée du KM, comment est-ce que c'est géré, comment est-ce que sa plateforme, je veux dire la plateforme Jailos, peut répondre à ces enjeux. Ouais, il y a beaucoup, merci Judas, il y a beaucoup de termes qui ont été utilisés
jusqu'à présent et qui font un peu partie des usages ou des fonctionnalités qu'on retrouve sur Gelios depuis pas mal de temps. Le KM, c'est important déjà d'aider les gens à concevoir cette base de KM, donc de leur proposer des outils de collaboration, que nous on va appeler de collaboration, pour mettre au point, pour travailler, pour co-travailler ces fichiers. Donc ça, c'est des fonctionnalités qu'on retrouve dans Gelios avec des espaces collaboratifs. Hein, le cas dont tu parlais juste avant, il utilise des espaces collaboratifs pour mettre au point cette connaissance. Avant de mettre au point cette connaissance, il y a comment est-ce qu'on découvre qu'il y a le besoin d'avoir cette fiche de connaissance, d'avoir cette base KM. Ben, ça peut être aussi par des remontées. On a des fonctionnalités dans l'outil de remontée terrain, d'enquête, de foire aux questions, de poser des questions à des communautés d'experts, qui sont un peu des fonctionnalités très réseau social hein, qu'on retrouve dans d'autres cas d'usage, mais qui peuvent être utilisées comme point d'entrée, en se disant, bah, tiens, là, on a un ensemble de questions qui arrivent sur une thématique, il faut qu'on demande à des experts de répondre et de préparer une base de connaissances. Et puis, il y a le chiffre dont tu parlais, ou dont parlait Jean-Philippe tout à l'heure, les fameux 80%, c'est qu'une fois qu'on a récupéré toute cette base de connaissances, qu'on l'a mise, ok, on l'a peut-être mise dans une super plateforme Gelios, mais il y a un enjeu très important, c'est comment est-ce qu'on diffuse cette information, comment on la rend disponible. Ça, évidemment, on va parler de parcours utilisateur, on va parler de profilage de l'information, on a parlé de métadonnées, on a parlé de moteurs de recherche qui sont des fonctionnalités qu'on retrouve, sur lesquelles on peut parcourir. On se rappelle qu'à un moment donné, pour naviguer dans cette base de connaissances, je parlais d'un problème et puis j'affinais mon problème et je naviguais comme ça sur des questions un peu qui me permettaient, par un système de navigation, de naviguer sur l'arbre de décision en quelque sorte et puis de trouver des fiches de référence. Et là, j'imagine, Gilda, que tu vas me parler d'IA et des assistants, et qui est un peu la chose qu'on vient d'ajouter, qu'on a ajouté il y a un peu plus d'1 an maintenant dans l'outil. C'est justement dans cette optique-là. Comment est-ce que je diffuse l'information? Comment est-ce que je la rends accessible par les personnes qui en ont besoin? Et surtout, d'une manière efficace. Je ne vais pas passer 10 minutes à chercher le bon Bristol ou la bonne fiche dans laquelle j'ai. Et ça, on retrouve ça dans des assistants basés sur l'IA. Donc l'IA, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre cette base de connaissances. Nous, on aime bien en créer par thématique. Donc on va lui donner les fiches de connaissances liées à une thématique, à un type de métier, à un besoin précis, à un problème précis. On va lui donner, on va créer un assistant. Cet assistant, on va lui dire, voilà, on va lui expliquer comment il doit se comporter, quel est le langage qu'il doit utiliser, comment il doit générer ses réponses, à qui il s'adresse. C'est important aussi, ça va permettre de pouvoir gérer. Et donc, ce qu'on appelle, nous, les consignes dans nos assistants. Et on va surtout lui dire, il y a une consigne un peu cachée, si tu ne sais pas, n'invente pas. Ne va pas chercher sur Internet, tu restes cantonné, on évite les effets d'hallucination qu'on peut peut-être avoir quand on utilise des outils grand public qui va aller chercher des informations extérieures. On va lui dire, tu restes surtout cantonné à ce qu'on t'a donné, à ce qu'on a maîtrisé, à ce qu'on a validé, à ce que des experts ont rédigé. Et tu vas répondre en langage naturel. L'utilisateur va te poser une question, et en langage naturel, tu vas lui générer un texte, tu vas lui expliquer ta réponse, et surtout, tu vas indiquer d'où tu as sorti ces informations, pour avoir les bonnes références, pour qu'après, je puisse renseigner. Et là, il y a une notion qu'on a ajoutée dans nos assistants, c'est la gestion des droits des documents. Il y a peut-être des connaissances que je n'ai pas le droit de voir. Il y a peut-être des connaissances qui vont évoluer. Donc, il est très important que ces fameux assistants soient toujours à jour, donc soient au courant qu'il y a une nouvelle connaissance qu'on va pouvoir avoir. Et donc, nous, l'évolution qu'on voit, c'est ça, c'est on crée des espaces avec des connaissances qui ont été remplies par des experts. On peut toujours y naviguer parce que l'information peut être accessible par plusieurs moyens, mais on vient rajouter cette notion d'assistant qui va permettre de faciliter l'accès, d'accélérer l'accès à la connaissance et à l'information quand je recherche, que je me pose une question sur une base de connaissances précises. Écoute, merci pour tout ça. Alors, il y a une chose aussi que peut-être tu allais évoquer plus tard, mais ce qui me semble très important avec la plateforme Gelios, mais avec les plateformes de manière générale, c'est qu'elles doivent être capables de gérer le savoir, quelle que soit sa forme.
ça peut être du texte, bien entendu, ça c'est la forme un peu classique, mais ça peut être du son, ça peut être de la vidéo. Je crois que Louis-Pierre, on a partagé il y a une semaine un exemple assez intéressant autour de gestion de podcast. Si tu veux prendre une minute pour nous parler de ça. Oui, qu'un des problématiques classiques, c'est les podcasts audio qui peuvent être générés. Alors, ça peut être des podcasts audio qui sont générés par des échanges entre un expert et quelqu'un qui veut l'écouter pour pouvoir ensuite en faire une transcription. Il y a la vidéo des réunions, typiquement, et souvent, c'est des trésors de connaissances qui sont stockés et on n'y a pas accès. Donc, la capacité de pouvoir comprendre ce qui a été stocké est fondamentale. Avec le caveat que l'on parlait ce matin, je suis à l'AGEXO, c'est la conférence Knowledge Management qui a lieu en ce moment à Troyes. Et on parlait de ça ce matin, justement, et des agents et autres utilisés sur de la transcription. Et un des problèmes qu'il y a fondamentalement, c'est que la transcription, évidemment, c'est la machine qui écoute. Si le son n'est pas bon, la personne parle et on fait des raccourcis, la transcription va être pas très bonne. Et si on donne ça à une IA pour qu'elle en tire quelque chose, la transcription des E, des A ou des mots sont mal écrits, etc., il y aura des problèmes. Donc, un petit conseil qui était donc issu de ce matin, quand une machine fait une transcription soit d'un podcast ou d'une vidéo et que vous le mettez en ligne pour que l'IA de Jalios ou d'autres s'en servent, relire la transcription pour pouvoir corriger les erreurs qu'il y a à l'intérieur, c'est fondamental pour améliorer la qualité des réponses que l'IA fera dessus. Petit tips. Très bien. Donc là, tu vois en fait le sujet sur lequel je voulais basculer, qui est de dire, moi j'ai entendu ce qu'a expliqué Jean-Michel avec ses assistants un peu thématiques, machin. Alors, est-ce que l'avenir, et je vais vous laisser réagir Jean-Philippe et Louis-Pierre sur le sujet, est-ce que l'avenir, c'est pas une sorte de plus de base de connaissances structurée telle qu'on la connaît, on met tout à disposition d'une IA qui en fait, qui la mange, qui la digère, et puis on a quelque part en fait un moteur de recherche ouvert à du langage naturel, et on pose nos questions et fin de l'histoire. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est ça l'avenir? On a déjà eu ce cas-là il y a 15 ans, c'est ça? Quand Google est arrivé, 20 ans plutôt. Et ça a été la fin, on disait la fin de l'indexation, la fin des thésaurus. Le moteur de recherche va tout trouver, on met le bazar et par miracle, il va tout trouver. On voit très bien que ce n'est pas vrai. Et quand on voit l'énergie que l'on met soit en interne à cataloguer, à mettre, c'est fondamental. Et même on va Google sur Internet le fait aussi, évidemment, semi-automatiquement, mais il le fait quand même. Donc je dirais, le gros système idéal qui va tout chercher, non, j'y crois pas, parce que la machine, c'est une étude statistique. Le contexte et le sens, malheureusement, n'est pas compris par la machine. Donc il y aura toujours des trous par rapport à ça. Par contre, on peut aider la recherche en créant du sens, en créant le contexte, et c'est là que vient un troisième outil de capacité, c'est la notion de graphe de connaissances. Où là, on crée des graphes de connaissances qui mettent en relation des concepts du genre Louis-Pierre Guillaume travaille pour Amalté. Amalté est une boîte de conseil dans le KM, donc Louis-Pierre Guillaume connaît le KM. Et ce genre de concept en place entre des systèmes, des sous-systèmes, des clients, des fournisseurs, des numéros de pièces et tout, on crée un graphe de connaissances qui met du contexte sur la donnée, sur les documents, surtout. Et après, l'IA est bien plus efficace en termes de recherche et de fourniture du résultat. On le voit très bien sur Google, quand vous faites une recherche sur Sagrada Familia, vous voyez très bien dans un petit encart à droite, et vous donne l'adresse évidemment de cette magnifique église à Barcelone, et vous donne en plus les heures d'ouverture, où acheter les billets, des références de Wikipédia par rapport à ça. Donc, elle a créé un graphe de connaissances autour de Sagrada Familia. Et ça, c'est un peu ce qu'il faudrait faire en entreprise. Très bien. Écoute, merci. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter sur ce sujet, Jean-Philippe? Alors, quelques petits points. Je vais d'ailleurs commencer plutôt par la fin de mon propos, et puis ça permettra de remonter un petit peu le fil. En matière de KM, comme en matière de données, de manière générale, la magie, je te rejoins complètement, Pierre, c'est que le tout magique avec de l'IA, ça ne marche pas. En tout cas, ça ne marchera pas avant encore quelques années, probablement. Et deuxième point qui est extrêmement important, c'est qu'il y a une règle d'or, vous savez, dans l'univers de la technologie des moteurs de recherche, qui est infaillible encore aujourd'hui, c'est cheat in, cheat out.
C'est-à-dire que, évidemment, si on n'a pas du contenu de qualité en amont, on n'aura pas des réponses de qualité en aval. Et que, évidemment, toute la partie de collecte, de structuration, de validation des contenus en amont est fondamentale pour avoir du quali en matière d'exploitation, a fortiori par l'IA. Mais juste, une fois qu'on a dit ça, pour revenir un tout petit peu en arrière, je pense que néanmoins, l'IA est en train de changer un petit peu les règles autour du KM. En termes d'usage au quotidien. Le premier, tu en as parlé beaucoup, Jean-Michel, c'est la recherche conversationnelle, type ChatGPT, ce qu'on connaît tout ça. Aujourd'hui, évidemment, fonctionner non plus par mots-clés, mais véritablement en langage naturel et une bonne compréhension, ça change la donne, ça fait gagner du temps. Alors, pour reprendre un autre chiffre qui pique, Gilda, par rapport à ce que tu disais en introduction de la même étude du MIT, 80% des contenus non structurés ne sont pas exploités. Et par contre, utiliser le langage naturel pour retrouver, ça permet de gagner 4 fois plus de temps. Donc, on voit qu'il y a un vrai effet de levier d'efficience au travers de cette logique conversationnelle. Après, l'IA, aujourd'hui, je pense que ça a quelques apports très forts. Le premier, c'est aussi la curation et le nettoyage des contenus. C'est-à-dire qu'on peut, de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace, assembler, générer, consolider des contenus, là où ça prenait beaucoup de temps humain à faire. Donc, on ne le faisait pas ou pas bien. Là, aujourd'hui, on a une capacité à automatiser et du coup, de manière à pouvoir résumer efficacement et intelligemment les contenus avec une vraie valeur et sans hallucination. Et aujourd'hui, ça marche très, très bien, l'IA, pour ce faire. Autre exemple, c'est la génération dynamique de contenu. Alors là, je vais vous donner un exemple extrêmement concret et un petit teasing. C'est SFR Business, qui est un client à la fois Jalios et ASI. Ils avaient un enjeu entre guillemets, commercial extrêmement fort qui était de pouvoir créer des pitchs dans le cadre de rendez-vous. Donc, ils avaient des bases de connaissances et l'assemblage des contenus pour produire les pitchs était relativement long. Ils avaient fait une étude, c'était environ 1 heure par pitch pour pouvoir produire tout cela. Et donc, on les a accompagnés de manière à pouvoir travailler sur un bot IA en automatisation et ils sont passés aujourd'hui d'1 heure à 30 secondes sur du contenu sécurisé, validé, donc pas d'hallucination. Mais voilà, cette capacité finalement à la volée de répondre aux besoins sur un corpus de connaissances qui est lui-même validé et extrêmement structuré. Autre point auquel on ne pense peut-être pas beaucoup sur le KM et l'IA, c'est la notion de micro-apprentissage. Parce que ces mécaniques de langage naturel, ça permet simplement d'accompagner l'utilisateur dans sa phase de découverte et d'évolution, de compréhension d'un sujet. Et on a capacité à pouvoir comme ça jalonner et accompagner. Ça marche extrêmement bien. C'est souvent même plutôt bien apprécié, une forme de gamification de l'apprentissage. Et c'est facile et simple à déployer. Et juste, si vous me permettez d'éclairer en tout cas quelques convictions sur ce qui va arriver, on en parlait déjà, c'est clairement le KM multimodal. Là, par contre, on va rentrer en plein dedans. C'est du texte, de l'image, de la vidéo, du podcast. Voilà, ça y est, aujourd'hui, ça fonctionne. On a encore quelques améliorations, mais ça commence vraiment bien à fonctionner. Et demain et après-demain, ce sera encore plus efficace. Je ne sais pas si vous avez testé ChatGPT, vous lui prenez une photo et vous lui demandez une explication ou un mode opératoire. C'est extrêmement bluffant. Et vous verrez un petit peu cette capacité à partir d'un type de contenu de pouvoir agréger et mettre en perspective des connaissances. Et puis, dernier point, c'est l'arrivée des agents autonomes quand on parle d'IA. Donc, cette capacité à pouvoir corréler des corpus de connaissances avec de la veille et de l'analyse réglementaire, par exemple, un changement de réglementation, et la capacité à pouvoir notifier de manière proactive les détenteurs de connaissances des enjeux de mise à jour ou de sensibilité en fonction de l'évolution des marchés. Écoute, très bien, merci. Je rajouterai un point. Il y a une demande sur l'entreprise, c'est de trouver des sachants qui peuvent m'aider. Et la notion de l'annuaire interne, souvent, elle n'est pas remplie. On a les pages blanches, le téléphone, le mail et peut-être l'adresse, et on n'a pas les compétences et les connaissances de la personne. Et souvent, sauf à d'avoir un annuaire d'experts bien rempli, mais si on trouve quelqu'un qui peut vous aider, souvent, c'est la croix et la bannière. Il y a des startups, en gros, qui ont le modèle de se dire, je vais analyser le contenu qu'il y a dans les bases de connaissances, je vais analyser qui est cité, donc ceux qui l'ont mis dedans, ceux qui sont cités à l'intérieur. Je vais aller dans les espaces de discussion, dans les forums, pour voir qui parle de quoi. Et après, à la question, qui peut m'aider sur tel sujet, l'IA peut effectivement trouver les sachants qui, en parlant du sujet X, clairement, ils connaissent un petit peu, et peuvent alors soit en direct demander, faire la connexion, ou indirectement demander au sachant en question, Bidule veut te connecter avec toi pour cette question-là, acceptes-tu la connexion? De telle manière qu'on respecte un peu l'expert, de ne pas être dérangé tous les 4 matins par des questions idiotes. Donc c'est un moyen de pouvoir trouver des sachants, et je pense que dans une entreprise assez grande, quand on ne sait pas qui peut m'aider, et souvent on fait appel à des connaissances ou on pose des questions dans des forums, la recherche de sachants est extrêmement importante.
Ok, merci Louis-Pierre. Peut-être un module à rajouter sur Gelios. On va y penser, hein, Jean-Michel. Ouais. Du coup, je vois le temps qui passe, je regarde un petit peu mon chrono. Donc, on va un petit peu accélérer pour vous laisser un temps de questions-réponses à la fin de cette table ronde. On va accélérer un petit peu sur la deuxième partie où je souhaitais qu'on se refocalise sur un petit peu du KM. Alors, je ne sais pas qui a laissé son micro, mais c'est assez bruyant des participants. Voilà, sur les 5 axes ou les 5 dimensions par lesquelles on peut apprécier le KM. Le premier étant la disponibilité de la connaissance. Jean-Philippe, sur ce sujet, est-ce que, voilà, toujours en gardant le focus IA ou pas d'ailleurs, que peux-tu nous dire sur la nécessité de la disponibilité de la connaissance, même si on en a déjà parlé un petit peu? Oui, on a déjà beaucoup parlé. Et je vais essayer de ne pas enfoncer trop de portes ouvertes par rapport à ça. Et puis Louis-Pierre n'hésite pas à la challenger, et Jean-Michel aussi. Mais je pense qu'il y a un gros enjeu quand on est sur cette logique de disponibilité, c'est le fait de pouvoir à la fois adresser le tacite et organiser l'explicite. C'est-à-dire que toute la problématique, c'est de pouvoir capter le tacite, être capable de le structurer et ensuite organiser et parfois nettoyer un petit peu l'explicite pour le rendre facilement accessible. Alors, si je peux juste me permettre de prendre 1 minute pour parler un petit peu de tacite, j'aimerais vous raconter une histoire qui remonte à ma première vie dans le monde du KM. Donc, je travaillais beaucoup dans la vallée de l'Arve, je ne sais pas si vous connaissez, donc une vallée un petit peu reculée voilà, et montagneuse. Et qui a une caractéristique industrielle, c'est que c'est la vallée des décolteurs, donc des process industriels de décolletage de pièces mécaniques. Et c'était un sujet, je trouve, qui a été pour moi, qui reste depuis maintenant une vingtaine d'années, le sujet le plus emblématique du knowledge management. Donc c'était un décolteur, une entreprise tout à fait raisonnable, une 50aine de personnes, avec un chef on va dire de chaîne qui partait à la retraite. Donc, il est parti en retraite et des jeunes ingénieurs sont arrivés, ont repris évidemment avec des machines numériques. Et en fait, il s'apercevait que systématiquement, les pièces qui sortaient des machines, dans une certaine partie de l'usine, ne répondaient pas aux normes qualité, malgré tout le reparamétrage et l'analyse des machines qui avaient été faites. Et donc, ils n'ont pas compris. Et alors, et c'est vraiment, enfin voilà, c'est une histoire vraie et vécue. Donc, ils ont rappelé évidemment l'opérateur de chaîne qui était parti à la retraite. Et ce dernier est arrivé, et donc ils lui ont posé la question, mais pourquoi on ne comprend pas? Pourtant, tout semble OK. Et en fait, il a dit, ah oui, mais je comprends tout à fait. Et en fait, il a raconté une histoire, mais complètement hallucinante. C'est qu'il avait remarqué que la machine était non pas collée au mur de l'usine, mais avait un léger espace. Et il pensait que ça faisait des vibrations, donc ce n'était pas tout à fait pertinent dans le cadre du process de décolletage. Et qu'est-ce qu'il faisait? Régulièrement, il mettait son chewing-gum le matin en arrivant entre le mur et la machine. Et en fait, ce chewing-gum, quelle était sa fonction mécanique? C'est une fonction d'amortisseur des vibrations. Voilà. Et tout simplement, c'était cette légère différence, mais juste phénoménale, qui faisait qu'on était dans un process industriel tout à fait normé. Et pour autant, il y avait une connaissance implicite qui changeait la donne et qui permettait de passer d'un process, certes, structuré mais non fonctionnel à un process complètement fonctionnel. Et en fait, voilà, c'est ça qui est important, c'est d'être vigilant sur le fait de pouvoir aussi faire du pairing, regarder, comprendre, du mentorat, pour être capable de capter, d'accompagner, pour vraiment être capable de collecter ce qui est réellement nécessaire et pas simplement ce qui est, entre guillemets, indiqué dans des processus. Donc, on identifie. Excuse-moi, Jean-Michel. Si je peux, sans parler de chewing-gum, Gilda, si je peux juste intervenir, c'est un des rôles que l'IA peut jouer aussi. Alors, l'IA, je suis d'accord avec ce qui a été dit avant, hein, tout n'est pas magique, il faut l'adapter à son besoin, l'étudier, et puis pas croire que parce qu'on va mettre de l'IA, ça va résoudre tous les problèmes et que ça va changer et tout. Mais au-delà d'aider à trouver de l'information, elle peut aider à la mettre en forme. C'est-à-dire qu'on peut donner à manger sur un assistant une information, une vidéo, quelques notes que je prends à côté et m'aider à la formaliser pour qu'elle soit dans un format compréhensible, utilisable par mes collègues lorsqu'ils rechercheront cette information. Donc, dans le cycle de création de l'information, l'IA peut intervenir. Donc, moi, il m'arrive très régulièrement de prendre quelques notes, d'expliquer un peu comment je fais juste en écrivant pas très bien et pas très compréhensible, et de le passer et de dire fais-moi un fiche wiki et quelles seraient les questions, à quel endroit est-ce que je ne suis pas clair dans mon explication de process.
Donc, ce n'est pas parfait, bien sûr, mais ça m'aide ensuite à moi restructurer ce parcours et ensuite à le partager à mes collègues pour les aider à configurer tel ou tel module ou telle application. Donc, l'IA peut intervenir à cet endroit-là aussi. Alors, ton exemple il est intéressant pour le deuxième point que je voulais évoquer, hein, la deuxième dimension qui est celle de la qualité. Donc, on voit tu produis un contenu, puis là, tu te fais aider par de l'IA pour t'assurer de la qualité ou de la digestibilité, c'est pas français, mais c'est pas grave, Joli mot, ouais. du contenu. Jean-Philippe l'évoquait juste avant aussi, il y a du changement réglementaire externe, mais comment est-ce qu'on prévient le référent d'une connaissance du besoin d'aller revérifier que ce qu'il a écrit, ce qu'il a certifié est toujours d'actualité. Donc vraiment, ce sujet de la qualité enrichi par de l'IA me semble pertinent. Et puis il y a aussi ce principe d'amélioration continue ou de feedback. Mais il y a aussi le principe de regarder ce que l'IA produit, surtout si ça doit après être mis dans une base de référence. Et c'est là que la notion de l'expert est importante. On le voit très bien avec plein d'études qui ont été faites entre du contenu produit par une IA et validé ou pas par des sachants versus des étudiants ou des nouveaux. Et typiquement, s'il n'y a pas un sachant par derrière qui valide le contenu, on peut se retrouver avec du n'importe quoi. Donc là, ne pas faire confiance totalement à ce que l'IA produit, surtout si ça doit être mis dans une base de référence. Je pense qu'il y a une différence entre l'IA me sert comme résumé dans du RAG pour trouver des réponses à mes questions. À la limite, j'accepte que ça ne soit pas totalement nickel et que je vais aller dans les sources trouver ce qu'il faut. Mais si c'est l'IA qui va générer du contenu qui sera mis dans une base, là, par contre, faire super attention à ce qui a été produit et absolument le faire relire par des sachants pour être sûr qu'il n'y ait pas de trous dans la raquette ou d'erreurs qui peuvent être dommageables. L'IA reste de toute façon un outil, une aide, un accompagnateur, on va dire, un accompagnant et j'ai envie de dire rien. C'est ça. Mais il peut y avoir la facilité de se laisser faire et de dire tant que ça marche, je continue et de laisser un peu les choses aller toutes seules sans faire de contrôle. Alors, un petit point dont on avait parlé également dans nos échanges précédents, qui était celui de l'accessibilité de l'information, avec la logique des risques d'acronymie, le besoin de se lier à un glossaire, hein, notamment pour les nouveaux entrants qui doivent digérer tout un corpus de vocables ou d'acronymes. Louis-Pierre, sur ce sujet? Oui, effectivement. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à la notion de glossaire, liste d'acronymes, et même pour aller jusqu'à même à une espèce de Wikipédia d'entreprise. Un exemple pratique, j'étais chez Schneider et je me rendais compte en arrivant dans l'entreprise qu'on était tous, les nouveaux, à prendre les mêmes notes qui étaient « que veut dire tel acronyme ». Donc on a chacun notre liste d'acronymes de la boîte, les acronymes du métier, et puis des petits définitions pour comprendre de quoi il s'agissait. Et d'abord, je me suis dit, c'est absolument idiot, chacun fait sa liste, autant créer une liste commune que tout le monde pourra utiliser, dont les nouveaux qui soit rentrent dans l'entreprise, ou rentrent dans un nouveau job dans l'entreprise parce qu'ils changent de service ou de domaine et qui doivent réapprendre pour comprendre les autres. Et donc, c'est comme ça qu'on a monté un Wikipédia d'entreprise avec des acronymes, puis après, on a mis des définitions, et puis après, on l'a enrichi. Après, c'est devenu la base de référence comme Wikipédia qui pointe vers, effectivement, des ressources qui peuvent compléter une entrée de glossaire. Et après, on peut rajouter des synonymes par derrière, rajouter du multilingue s'il y a besoin. Et je pense que c'est fondamental dans une démarche quand même d'avoir ce genre d'outils qui après peut nourrir le moteur de recherche parce qu'il peut étendre des recherches grâce aux acronymes et autres qu'on peut retrouver dans ce genre d'outils ou des synonymes métiers. Et puis nourrir aussi une IA par la même occasion parce que même un modèle de langage classique n'aura pas forcément l'extension des acronymes et les bons termes dans d'autres langues parce que c'est des termes techniques. Donc, la quatrième dimension des 5 que je voulais aborder, je pense que si vous me l'autorisez, on va passer par-dessus parce qu'on a quand même pas mal abordé, c'est la question de l'adoption. On a traité ça, je pense, sur la première partie de notre échange. Et là, je voulais revenir sur un point qui est assez important, qui est un peu bousculé en ce moment, c'est la question de la sécurité, de la souveraineté de la donnée. Le savoir, la richesse, vous avez bien compris, quand même représente vraiment une vraie valeur capitale pour l'entreprise. Eh bien, il faut éviter que ça sorte. Comment est-ce qu'on traite ça, à la fois d'un point de vue fonctionnel, organisationnel, mais également d'un point de vue de l'outil. Donc, je laisserai la parole peut-être pour commencer à Jean-Michel, pour la vision éditeur. Donc, souveraineté et sécurité. Oui, donc ce qui est important, et c'est un peu notre marque de fabrique, je vais y arriver aussi, chez Gelios, c'est pas d'imposer en fait le choix d'outils techniques derrière, c'est s'adapter. Ça ne doit pas du tout être un problème pour l'utilisateur, bien sûr, mais c'est de s'adapter au système informatique qui est déjà présent chez nos clients.
Donc, pour des suites collaboratives, pour des outils de messagerie, pour du stockage de l'information. Donc, Gelios est une plateforme qui est disponible en SaaS et on-premise. Donc, on a des clients qui ont fait le choix d'installer la plateforme chez eux, par exemple, pour sécuriser les données, ou chez un partenaire hébergeur pour sécuriser les données. Et quand il en va de l'IA, puisque c'est là, je pense, dont on va parler, quand il en va de l'IA, ben, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, Gelios n'impose pas le choix d'une IA, du moteur IA qu'il y a derrière. Nous, on a vraiment voulu laisser le choix, plusieurs critères. Parmi ces critères, il peut y avoir la pertinence de l'IA, la performance de l'IA. Donc, il y en a qui sont plus ou moins, des modèles en tout cas, qui sont plus ou moins performants. Il y a le coût, qui est aussi un choix, et puis il y a celui de la sécurité et de la souveraineté des données. Donc, potentiellement, il est possible de choisir tel moteur parce qu'il est hébergé en Europe, parce que je vais l'héberger chez moi et donc mes données resteront chez moi avec ce LLM qui les gérera et son moteur d'analyse permettra de faire de la. Donc notre volonté là-dessus, c'est pas d'imposer l'export des données ou l'envoi des données à l'extérieur, mais c'est de pouvoir tout traiter dans une chaîne de sécurité dans laquelle on a confiance. Parfait. Louis-Pierre et Jean-Philippe, est-ce que c'est la sécurité, l'AI Act au niveau européen? Les clients, effectivement, qu'on voit, effectivement, sont un peu plus soucieux par rapport à ça, et surtout soucieux par rapport aux IA, c'est d'être sûr que ça ne parte pas, que les documents qu'ils balancent et les infos qu'ils envoient ne vont pas nourrir le modèle d'IA extérieur, mettons que ce soit ChatGPT ou d'autres, de telle manière que ça se retrouve chez les concurrents. Donc avoir effectivement son propre LLM souverain, etc., c'est fondamental pour des clients qui veulent s'en servir. Et c'est souvent le cas quand ils nous posent la question, que se passe-t-il avec l'IA qui va analyser, qui va faire des réponses par rapport à nos données. Donc effectivement, Gelios pour ça a une très bonne approche. Maintenant, il faut trouver des hébergeurs français qui offrent des LLM souverains qui restent effectivement en France. Donc, tout ce petit monde. Oui, Jean-Philippe, excuse-moi. Ouais, peut-être juste trois points en complément. Évidemment, la notion de gouvernance globale et de règles. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi expliquer et sensibiliser et de manière récurrente les équipes sur on va dire, les bons usages et les bons comportements. Après, soyons aussi réaliste et pragmatique. La première source, entre guillemets, de fuite de savoir d'une organisation, c'est pas tant la technologie, les interceptions américaines ou de pays tiers, c'est simplement le fait de collaborateurs, de manière la plupart du temps involontaire, mais qui, entre guillemets, transmettent ou récupèrent de l'info et utilisent cette info sans réellement prendre conscience du niveau de vulnérabilité associé. Donc voilà, d'où l'importance de l'accompagnement et puis de la sensibilisation permanente. Et puis, dernier point, juste, si maintenant on refait un petit focus sur l'IA, tu parlais, Gilda, juste avant de l'IA Act. Alors, quel que soit le LLM, alors évidemment, des grands acteurs du marché comme des LLM souverains, n'oublions pas quelque chose, c'est qu'il y a quand même un enjeu majeur aujourd'hui, c'est l'explicabilité des modèles LLM. Ça fait partie d'ailleurs des éléments majeurs de l'IA Act. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut comprendre comment ça marche. Et comprendre comment ça marche quand on a entre plusieurs centaines de millions ou des dizaines de milliards de paramètres, qui motorise ces modèles de langage, c'est en vrai un petit peu plus compliqué. Donc il faut aussi avoir conscience qu'il peut y avoir des effets de boîte noire. On peut dire on utilise un modèle souverain, français, etc. Très bien, et on a un très bel acteur français en la matière. Pour autant, l'explicabilité réelle de l'usage des LLM et donc la mécanique de génération des contenus, et je ne dis pas de création, mais de génération des contenus, reste somme toute assez obscure. Donc il y a quand même des enjeux et des gros progrès à faire de ce point de vue-là, parce que ça reste encore une grosse boîte noire. Avant de conclure, j'aurais que... Alors du coup, en 2 mots, parce qu'on est tous assez bavards, si en 2 mots, vous pouviez exprimer une idée phare, un point clé avec lequel tous les participants de cette table ronde devraient repartir. Selon vous, si ça va tenir en une phrase, ça serait quoi? Louis-Pierre? Moi, c'est gouvernance. Très bien. Gouvernance, pour moi, c'est le sujet fondamental. Gouvernance de l'IA, gouvernance du KM, et avec toujours lié avec les besoins business. Donc, et pour cela, si les gens qui nous écoutent ont un vrai besoin, qu'ils te contactent. Donc là, on a de la gouvernance pour mettre en place peut-être une plateforme.
De ton point de vue, Jean-Michel? Oui, c'est partir du besoin, partir vraiment du besoin, se poser la question de comment les utilisateurs vont avoir à utiliser cette plateforme de KM, de quelles sont leurs problématiques et pourquoi on va l'utiliser. Donc vraiment partir du besoin, s'asseoir avec eux pour qu'ils expriment leur façon de travailler et là adapter des outils qu'on peut mettre à leur disposition. Mot de la fin ou presque, Jean-Philippe, Voilà. avant de passer aux questions. Effectivement, les questions, mais juste peut-être partager deux convictions. La première, alors ça peut paraître des grands mots, mais c'est, je pense, en tout cas, on a pu le vivre dans nos vies professionnelles respectives. Je crois profondément qu'une organisation sans mémoire, c'est une organisation qui n'a pas d'avenir. C'est-à-dire que vraiment, cette capacité à pouvoir capter, comprendre, transmettre, c'est un élément fondamental. Et si on fait entre guillemets, un mot de la fin très, très orienté business, c'est qu'au final, on a parfois tendance à penser que le KM, c'est plutôt du nice to have que du must have dans nos organisations. Moi, j'ai la profonde conviction, et je pense que tout ce qui a été présenté ce matin en est une illustration très concrète, que finalement, le KM, c'est le carburant d'un PNL. Donc, c'est un élément majeur pour la performance et l'efficience de l'organisation. Bah, écoute, je ne vois pas quoi rajouter. Merci à tous. Du coup, on va passer à la phase questions-réponses si c'est OK pour vous. Alors, j'avoue ne pas avoir pris le temps. Tiens, je veux bien que tu mettes en grand, s'il te plaît, Mathieu, la petite slide de questions-réponses, histoire de laisser respirer le public et d'arrêter de voir nos têtes en grand. Ouais, merci. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est maintenant. Alors, je vois que Fabienne Marquet a posé une première question autour de la gestion et discrimination des CV. Alors, effectivement, un CV, on peut considérer que c'est à rapprocher un peu d'une base de connaissances, même si c'est une exception assez tendue, on va dire, du terme. Je ne sais pas si les uns et les autres, vous avez vu la question de Fabienne. Oui, j'ai vu et je me suis dit, la réponse, c'est vrai que c'est la problématique du biais. Biais lors de l'entraînement. Et typiquement, je pensais à, par exemple, le biais de l'âge. Typiquement, dans ce genre de CV, si l'entraînement s'est fait sur des fiches de poste où on marquait que c'était des postes pour des gens qui ont entre, je sais pas, moi, 5 et 8 ans d'expérience, et ben, si vous avez 15 ans d'expérience, la machine dira, tiens, c'est pas dans mon apprentissage, ça ne rentre pas dans les clous, donc hop, out. Alors que les personnes peuvent très bien avoir 15 ans d'expertise, mais ça ira très bien par rapport à ce qu'il faudrait en termes de demande. Donc attention au biais d'entraînement qui peut poser des problèmes fondamentaux dans l'usage d'une IA. Et d'ailleurs, comme disait effectivement tout à l'heure Jean-Philippe, comme on sait une boîte noire, on ne sait pas comment elle a été entraînée. Donc il y aura des biais sous-jacents. Et c'est pareil pour les agents. Si vous mettez des agents, ils ont tous des sous-jacents. Et typiquement, si vous prenez peut-être pas en interne, mais en externe, l'agent qui sert, que vous utilisez, parce que c'est à la grande mode pour réserver vos billets ou vos vacances, il ne sera pas neutre. L'agent, il était programmé, il était fait entraîner, et peut-être qu'il va préférer Experta plutôt que de préférer, je ne sais pas moi, Club Med. Et donc, vous allez vous retrouver avec les préférences de votre agent qui ira voir ici et là, mais pas où vous voudriez forcément aller. Donc, attention aux biais, et savoir que le LLM a des biais, il faut savoir les détecter. Alors, je rebondis, Pierre, parce que effectivement, les biais, c'est probablement un des éléments les plus visibles des difficultés de ces modèles LLM. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, il y a quelques semaines, est sortie une carte extrêmement intéressante, une carte de chaleur, sur la provenance des données d'apprentissage des modèles fort volume, donc essentiellement DeepSeek et ChatGPT, un petit peu Mistral, mais c'était beaucoup plus beaucoup plus restreint. En fait, et on comprend tout de suite l'affrontement. Avant, c'était l'Est et l'Ouest. Aujourd'hui, c'est Chine versus Amérique du Nord. En fait, vous avez deux gros ronds rouges côté Asie, côté Amérique du Nord, qui sont là où se trouvent principalement la majorité des données d'apprentissage. Et donc, il faut bien avoir conscience que les biais associés à ces modèles de gros volumes de données sont aussi liés à des biais sociaux, sociétaux et culturels de ces univers. Et juste pour vous donner un exemple que certains, vous pourrez peut-être tester, allez sur Midjourney, donc générateur d'images, et demandez à Midjourney de vous produire une image d'une réunion d'équipe. Et ben vous verrez, c'est extrêmement symptomatique. Il n'y a que des hommes blancs ou, le cas échéant, avec deux diversités ethniques, noires et asiatiques.
Et donc, on voit tout de suite, entre guillemets, le cliché, mais néanmoins réaliste, entre guillemets, de l'approche nord-américaine sur ce sujet, qui se reflète par les IA génératives. Et donc, sans aucun conditionnement pour compenser ça, voilà comment ça se fait. Et je terminerai juste pour celles et ceux qui ont pu aller à Vivatech ou qui iront à Vivatech dans les prochaines heures ou prochains jours. Vous avez quelques startups françaises, Cocorico, sur ce domaine des RH et du recrutement, puisque pour revenir aux premières questions, extrêmement intéressantes et passionnantes dans l'offre technologique de l'IA, justement sur l'analyse de CV, et justement pour essayer d'exclure et nettoyer les biais potentiels de manière à avoir une lecture la plus objective et une automatisation la plus objective des process d'analyse de CV. Vraiment, si vous avez l'occasion, allez voir ces startups, allez à leur rencontre, parce que c'est passionnant. Juste rajouter sur le biais, parce que tu as ce biais-là, effectivement, que tu as eu. Et l'autre biais, là, c'est ce que montrent aussi les chiffres dans ces grands modèles, c'est que la part de plus en plus importante de contenus qui sont générés par des IA. Et les contenus générés par des IA commencent à commencent à polluer de manière assez importante les grands modèles. Et on risque d'avoir le même problème en interne, que si vous commencez à mettre des contenus générés par des IA dans votre base de référence, par exemple des résumés ou d'autres, vous allez en fin de compte faire un système qui va s'auto-manger la queue en mangeant ses propres systèmes, et vous allez assister à une dégradation de la qualité, in fine, du contenu dans votre base de référence. Donc attention à ne pas nourrir la bête avec sa propre production. Attention à la connaissance synthétique par rapport à la connaissance éprouvée de l'organisation. Oui, tout à fait. Mais un nouveau champ de recherche donc, social autour de la consanguinité des IA, ça va être assez intéressant. Bon, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je vous propose de clôturer notre table ronde, et je vais donc passer la parole à Ongan pour la suite de l'aventure de la journée. Merci pour... Si vous me permettez juste un petit teasing, je reprends ma casquette marketing, Gilda. Mais bien sûr, j'allais oublier, heureusement que tu es là. Écoute, allons-y. En tout cas, nous avons beaucoup travaillé avec les équipes Jalios pour partager, formaliser un livre blanc sur la thématique knowledge management et intelligence artificielle. Et donc, on est dans le dernier kilomètre de réalisation et de production. Et donc, il sera disponible d'ici une dizaine de jours maximum. Donc, avec à la fois des témoignages, des retours d'expérience, modèles de maturité, partage de convictions. Donc, écoutez, en tout cas, si le sujet fait sens et vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher des équipes Jalios, des équipes ASI, avec grand plaisir, et on vous le transmettra avec tout autant de plaisir.